Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, on parle des nouveaux MacBook Pro. Voilà, alors cette année, il n'y a vraiment rien qui change sur ces machines, à part le processeur. Donc on passe sur la génération Kaby Lake, qui est donc la suite de Skylake. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'on gagne à peu près 200 MHz supplémentaires par machine, mais à part ça, il n'y a rien qui change, c'est-à-dire que vous gagnez entre 5 et 15% de performance en plus. Donc vous pouvez aller voir, hein, on a fait des tests assez détaillés donc, sous la vidéo, mais en usage quotidien, ça se ressent quasiment pas. Et puis dans les applications professionnelles, alors ça dépend un peu ce qu'on fait, mais il y a des fois quand même, on arrive à gagner 15-20%, ce qui est quand même pas mal. Alors du côté graphique, pareil, il n'y a aucun changement, il y a encore moins de changements puisqu'en fait c'est juste un renommage des puces qui étaient exactement les mêmes l'an dernier. Alors il y a quand même des toutes petites différences, c'est que dans certains cas il y a les fréquences qui ont légèrement augmenté, la mémoire des fois qui est un petit peu plus rapide. Donc ça permet de gagner quelques frames par seconde dans les jeux par exemple, mais globalement il ne faut pas s'attendre à des différences énormes. Là aussi on a fait des tests assez détaillés, mais voilà, le changement vraiment de numérotation ne veut pas dire grand chose sur ces machines qui restent grosso modo dans les mêmes perfs que ce qu'on avait vu fin 2016. Alors il y a un dernier tout petit changement qui concerne le clavier, et apparemment la structure interne a légèrement évolué, elle est un tout petit peu plus robuste, mais ça change quasiment rien au niveau de la frappe. Enfin, moi j'ai absolument pas vu de différence. Et puis Apple a aussi revu la sérigraphie, donc des touches commande, contrôle, option qui sont un peu plus claires. Mais voilà, en fait on s'arrête là, il n'y a que ça comme nouveauté cette année. Alors vu qu'il y a très peu de nouveautés cette année et que moi j'utilise donc cette machine depuis sa sortie, je vous ai demandé de m'envoyer toutes vos questions pour savoir si par exemple la touch bar est finalement utile, si c'est vraiment galère avec les ports USB, etc. Donc on va essayer d'y répondre au travers d'une petite FAQ. Alors est-ce que la touch bar est utile? Alors ça c'est une question qui est revenue mais alors des centaines de fois. La touch bar, bon je l'ai détaillé un petit peu dans l'article, puis on en a déjà quand même beaucoup parlé, donc mon avis n'a pas tant bougé là-dessus. Je trouve que c'est quelque chose qui est mal positionné, qui aurait dû être plutôt un outil de débutant et pas un outil de professionnel. Nous on connaît tous nos raccourcis clavier, on travaille avec des écrans externes, des claviers externes, donc pour le pro c'est pas vraiment intéressant. Il y a quelques fois où on l'utilise quand même pour la timeline en Final Cut ou 2-3 trucs quand on est en mobilité, mais sinon moi elle me fait plutôt perdre du temps. Je tâtonne toujours pour avoir le son, la touche escape et tout, donc aujourd'hui on me proposerait de ne pas la prendre et d'économiser 300 €. Aucun problème. Sur le 13 pouces, moi je vous déconseille de la prendre, je trouve que ça n'a absolument aucune utilité. Et c'est dommage d'ailleurs qu'Apple oblige à la prendre sur certains modèles. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas des modèles tout simplement sans touch bar? Alors par contre, Touch ID, lui, est très utile, ça c'est vraiment très pratique. Mais c'est vrai que la touch bar en tant que telle, je trouve qu'elle n'apporte quand même pas grand-chose. Alors est-ce que c'est un problème d'avoir que des ports Thunderbolt 3? Alors en usage sédentaire, moi je trouve pas du tout, puisqu'il suffit en fait d'acheter ça. Alors c'est vrai que ça fait un petit achat en plus, mais bon, c'est pas si cher et puis il y a beaucoup de choix, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais ces hubs, en fait, vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus, des écrans, des disques durs, vos casques, vraiment tout. Vous pouvez réutiliser donc votre ancien matériel, donc pour ça c'est très pratique. Il n'y a qu'un seul câble à brancher puisque ces docks, souvent ils chargent la machine. Donc vraiment, enfin voilà, pour moi, pour une utilisation sédentaire, j'ai pas eu vraiment de problème. Par contre, dès que vous vous baladez, donc vous pouvez pas emmener ça, il vous faut des docks un petit peu plus légers comme le Hutu. Enfin, il y en a quelques-uns que je vous ai déjà présentés, je vous mettrai des liens sous la vidéo, qui sont vraiment très pratiques, qui ont le lecteur SD, qui ont des ports USB classiques, qui ont les sorties HDMI. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'Apple ait enlevé tous ces ports parce que effectivement, en mobilité, on a souvent une carte SD à brancher, on a souvent un écran HDMI, et ça, dans les 10 ans à venir, il y en aura encore. Donc voilà, alors il faudra s'y faire, on prend son chargeur, on prend son hub, mais si on les a pas, c'est quand même compliqué de se déplacer. Alors est-ce qu'il vaut mieux prendre 8 Go ou 16 Go et quelle capacité pour les disques? C'est vrai que voilà, le stockage, la mémoire, c'est quelque chose qui est assez variable suivant les profils d'utilisation. Si vous faites beaucoup de Final Cut Pro, évidemment, il faut avoir 16 Go de RAM et puis un peu de place sur le disque, sinon vous ne pourrez pas mettre vos projets dessus. Si vous avez une utilisation plutôt cloud, effectivement 128 Go ça peut suffire, mais c'est quand même pas beaucoup. Et puis pensez à la revente, pensez que dans 4 ans, 16 Go de RAM, ce sera peut-être tout juste suffisant parce que les sites web auront grossi, les applications seront plus gourmandes. Et puis aussi, le disque dur, c'est pareil, les photos que vous faites, elles sont de plus en plus grosses, on fait de la 4K, on fait tout un tas de choses. Donc voilà, pensez à l'usage dans quelques années, pensez à la revente. Et c'est vrai que l'argent qu'on mettra tout de suite, des fois on le récupère quand même largement derrière. Et puis ça nous pousse aussi à garder la machine un petit peu plus longtemps.
Alors, est-ce que le clavier fait du bruit et est-ce que les ports USB-C ont du jeu? Alors, le clavier, je le trouve effectivement assez bruyant, hein. Franchement, là, je ne sais pas si vous entendez bien avec le micro, mais c'est vrai qu'on a du mal en fait à taper vraiment doucement par rapport au clavier d'avant. Avec l'habitude, on arrive quand même à s'y faire, mais je les trouve quand même un petit peu plus bruyants. Mais inversement, ils sont quand même plus agréables. Donc le bilan est assez positif. Mais c'est vrai que si vous êtes tout le temps dans le train et tout, on entend du tac tac tac. Et je pense qu'on on entendra encore plus avec toutes ces machines qui ont toutes le même clavier. Concernant donc les ports Thunderbolt 3, donc il y en a effectivement qui disent qu'ils se ramollissent. Moi, j'ai pas du tout ce phénomène. Ils tiennent quand même assez bien. Mais c'est vrai qu'ils sont pas trop serrés et c'est pas plus mal puisque comme il n'y a plus de MagSafe, donc vous n'avez plus en fait ce petit aimant qui vient retenir la machine si on shoot dans le câble. Du coup, c'est vrai que le câble a tendance quand même à partir assez facilement si jamais vous tirez dessus trop fort, ce qui est quand même pas plus mal. Mais voilà, il y a des gens qui ont effectivement ce problème, mais en général, je pense que si vous râlez un peu qu'elle est encore sous garantie, peut-être qu'ils vous les changent. Alors qu'en est-il de la gestion des écrans externes? Est-ce que les modèles sont utilisables via un adaptateur USB-C? Alors, il faut savoir que sur tous les MacBook Pro, vous pouvez brancher donc des écrans 5K et 4K. Donc, suivant les modèles, vous pouvez en brancher un ou deux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le MacBook est lui que USB-C, donc forcément il ne peut pas brancher des écrans Thunderbolt, mais là-dessus vous pouvez mettre des écrans donc Thunderbolt et USB-C, donc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter aussi des écrans HDMI, des écrans DisplayPort, et ça vous avez juste à acheter des fois des petits adaptateurs ou alors des hubs comme ça, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher, donc il n'y a pas vraiment de souci, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez en fait en termes d'écran. Alors, est-ce qu'il y a un vrai gap entre le 13 pouces de base sans touch bar, donc celui-ci, et le 13 pouces avec touch bar? Alors, moi, je trouve pas. En fait, vu que la touch bar, je trouve que ça sert un peu à rien, ce modèle, il est quand même assez cool. Ils ont mis un processeur qui est quand même très puissant, hein. Vous pouvez aller voir les benches cette année. Ça, c'est vraiment pas mal. Le circuit graphique aussi, il tient quand même plutôt bien la route, même si c'est un circuit intégré. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que vous avez que deux ports ici, donc il n'y en a pas de l'autre côté, hein. Là, il n'y a vraiment rien du tout, contrairement au 13 pouces avec touch bar qu'on a 4. Donc c'est un peu limitant si vous utilisez plusieurs écrans par exemple, si vous voulez beaucoup de débit là-dessus, si vous utilisez plein de disques durs externes. Mais si vous avez un usage qui est très mobile, je trouve que celui-là est vraiment bien. Il n'a pas de gros problèmes de perf en fait. Donc vaut mieux, je pense, gaver celui-là en mémoire, en disque, plutôt que d'aller dépenser 300-400 € de plus pour un modèle avec touch bar. Voilà, sauf si vous avez besoin donc de la connectique. Alors, est-ce que la Radeon Pro 560 du 15 pouces permet de jouer à des jeux récents? On nous demande aussi si ça peut marcher avec de la VR. Bon, faut savoir qu'en fait là-dedans, on a une carte qui est à peu près une carte bas de gamme sur PC, donc sur les tours PC, ce qui permet de jouer à des jeux en 1080p avec des options tout à fait correctes. Alors, je vous conseille quand même de jouer sous Windows pour avoir des meilleures performances. Mais après, voilà, c'est pas dingue non plus pour faire de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je dirais que ça va fonctionner, mais Apple conseille quand même plutôt des 580, donc qui est la catégorie au-dessus, qui est plutôt du milieu de gamme PC aujourd'hui. Il faut quand même savoir que sur ces machines, de toute façon, vous pourrez mettre des cartes graphiques externes dans High Sierra, donc ça c'est quand même pas mal. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée là-dessus. Donc ça ouvre quand même des possibilités intéressantes, et y compris donc sur le 13 pouces, vous pourrez potentiellement mettre une carte graphique externe. Donc voilà, ça représente quand même des coûts supplémentaires. C'est pas des machines qui sont faites pour le jeu, mais potentiellement, on peut espérer quand même pas mal de choses. Si vous voulez jouer en mobilité, évidemment, il faut prendre le 15 pouces avec la grosse carte graphique. Et je dirais que par rapport au modèle, aujourd'hui, il y a très peu en fait de marques qui arrivent à mettre des meilleures cartes sans mettre une énorme soufflerie derrière. Donc voilà, Apple ici a trouvé, je trouve, un compromis qui est intéressant. Et cette année, les cartes d'AMD, elles sont quand même pas trop mal. Alors pour une utilisation soft, web, office, iTunes, lecture de photos, est-ce qu'il vaut mieux un MacBook Air ou un MacBook Pro 13 pouces comme ceci? Moi, j'aurais tendance à dire qu'un MacBook Air, c'est quand même une machine en fin de vie. Il n'y a pas d'écran Retina, il n'y a pas de Thunderbolt 3, il y a la puissance aussi qui commence à être assez moyenne par rapport à ces machines. Du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas trop d'argent, ça reste un bon compromis, puisque c'est toujours au catalogue, c'est pas très cher, il y a quand même pas mal de stockage de mémoire. Mais si vous voulez vraiment être tourné vers l'avenir et pouvoir brancher sur un écran 4K, 5K, des choses que vous ne pouvez pas du tout faire aujourd'hui avec un MacBook Air, brancher ces petits hubs, avoir des GPU externes, ça c'est quand même des machines qui sont pas mal. Elles n'ont pas le lecteur SD, il y a des choses c'est vrai qu'elles n'ont pas, et puis elles sont quand même un petit peu plus chères, mais maintenant qu'il y a 1499 €, je dirais que ça redevient presque raisonnable. Donc voilà, moi j'aurais tendance quand même à vous conseiller celle-là, mais si vraiment vous n'avez pas trop d'argent, le MacBook Air reste quand même relativement à la page et il a un super rapport qualité-prix. Alors quelle capacité choisir? Est-ce que les 128 Go du 13 pouces sont suffisants? Moi je trouve que la capacité c'est quand même le gros problème d'Apple en ce moment.
et que ça dépend. Si vous faites beaucoup de cloud, effectivement, vous arrivez à pas stocker trop de choses sur le disque dur, mais aujourd'hui, dès qu'on a des applications, dès qu'on sauvegarde son iPhone, dès qu'on charge des photos par exemple, si on ne veut pas se retrouver avec des tonnes de disques externes tout le temps, il faut quand même une capacité minimale. Je trouve que 256 c'est vraiment le minimum, et encore, nous on n'arrive même pas à mettre tous nos logiciels de bench sur 256 Go, c'est vous dire si vraiment c'est pas beaucoup. Donc je trouve que 512 sur une machine pro c'est quand même bien pour la revente, pour être à l'aise. Et puis évidemment, si vous faites des gros projets Final Cut Pro, prenez 1 Tera, 2 Tera on peut mettre sur ces machines, donc ça c'est quand même pas mal. Mais 128 Go, il faut vraiment pas avoir besoin de stockage, il faut vraiment utiliser Dropbox et compagnie pour qu'on ne soit pas à l'étroit. Et même juste les applications, simplement installer des applis, si vous mettez une petite partition Windows, alors là c'est fini, vous occupez toute la capacité. Donc soyez quand même vigilants là-dessus. Il y a beaucoup de gens que je vois autour de moi qui se mettent à changer de Mac juste à cause de la capacité. Donc c'est vraiment, des fois ça vaut le coup de mettre même 300 € de plus pour avoir une vraie capacité et pas être obligé de remettre, je sais pas, 1000 € ou 2000 € de plus dans 3 ans simplement, quoi. Alors on a tout un tas de questions. Est-ce que ça vaut le coup de changer si j'ai un MacBook Pro de 2010, 2012, 2015 ? Moi j'avais le MacBook Pro 2013 avant et concrètement j'ai pas vu d'énormes différences en termes de performance, sauf dans les jeux. Voilà. Le processeur lui, il n'a pas beaucoup évolué, mais la carte graphique quand même pas mal. Et puis après, si vous utilisez des écrans 5K, des disques externes en Thunderbolt 3, il y a tout un tas de besoins aujourd'hui pour les professionnels qui justifient simplement d'avoir des connectiques un petit peu modernes, de pouvoir faire du GPU externe. Il y a tout un tas de choses qui sont quand même assez intéressantes avec ces machines, mais c'est des cas particuliers. C'est-à-dire que la génération précédente de Retina, elle était quand même encore tout à fait convenable aujourd'hui. En plus, elle a toute la connectique qui va bien. Par contre, si vous avez des machines qui sont plus anciennes, de 2012, 2011, 2010, là, il y a un vrai gap au niveau des perfs. Clairement, ça vaut le coup de changer. Moi, je trouve que ces machines, même si on les a gavées en RAM, si on a mis des SSD et tout, elles commencent un peu à vieillir, elles commencent un peu à accuser leur âge. Donc là, on peut quand même commencer à considérer ça. Alors évidemment, le prix n'est pas donné. Si vous avez une machine qui est trop vieille, vous la revendrez pas bien. Mais bon, c'est des Macs qui se gardent 4-5 ans. Je trouve que 5 ans, c'est quand même la bonne moyenne pour changer son Mac. Plutôt 3 ans si vraiment vous avez un usage très, très pointu de l'informatique. Mais sinon, si vous avez vraiment la génération précédente, peut-être le faire durer encore un petit peu jusqu'à la prochaine version par exemple. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur les performances. Alors nous, on publie quand même beaucoup de tests sur le site qui sont chiffrés. Vous pouvez vraiment voir quelle machine est plus rapide, à quel niveau elle est plus rapide. Donc ça, c'est quand même très important d'avoir une bonne notion de ça. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'entre les deux modèles, entre le 15 et le 13 pouces, le 15 pouces est à peu près 2 fois plus rapide. Enfin vraiment, aujourd'hui sur des programmes comme Final Cut Pro, si vous faites du traitement photo sous Photoshop, vraiment ces machines-là, c'est elles qui ont vraiment les plus grosses perfs CPU. Et je dirais qu'il y a beaucoup plus de différence entre ces deux machines qu'entre un ancien 15 pouces et un nouveau par exemple. Donc vraiment le gap est très très important. Et en 3D c'est pareil, ici on a la carte intégrée, ici on a une carte dédiée. Donc si vous faites beaucoup de jeux, d'applications 3D ou même de GPU, de programmes professionnels qui utilisent la carte graphique, il faut vraiment prendre le 15 pouces, il n'y a vraiment pas photo. Effectivement, après il y a beaucoup de questions de gap de puissance entre les générations, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on gagne que 5-10% par an, mais au bout de 4 ans, 5 ans, ça commence à faire 50% de perf en plus, donc ça c'est pas anodin non plus. Donc il faut vraiment regarder, en fait, c'est pas pour rien qu'on fait des benches sur le site, qu'on fait des graphiques, c'est que vous pouvez reprendre les tests des années précédentes et en général vous avez des chiffres qui correspondent et vous voyez à peu près la différence obtenue. Si vous passez d'un 13 pouces à un 15 pouces, vous allez être déçu forcément dans les perfs. Si vous passez d'un 13 à un 15, là forcément ce sera quand même le jour et la nuit. Donc il faut bien cibler ses besoins et puis regarder les benches avant vraiment de savoir quel niveau de performance on a besoin. Alors c'est amusant, il y a beaucoup de questions autour des batteries. Il y a des gens qui s'interrogent sur la durée de vie, si on l'utilise toute la journée, si on branche l'ordinateur au secteur. Il faut savoir que ces dernières années, les batteries ont quand même beaucoup évolué. Il n'y a plus besoin de faire des cycles complets. C'est pas grave si on la branche, qu'on la débranche tout le temps. Très franchement, ça dure quand même assez longtemps. Une batterie, vous pouvez espérer 3-4 ans sans qu'il y ait vraiment de problème de capacité. En général, les problèmes ils surviennent très très vite, donc ils sont sous garantie. Donc si vraiment vous avez des soucis de batterie, Apple quand même propose des programmes pour les changer qui coûtent pas trop cher par rapport au prix de la machine. Donc voilà, ça a bien évolué. Pour moi, c'est plus tellement un souci. Par contre, vous pouvez réfléchir à l'autonomie, puisque l'autonomie de ces machines, je dirais que si vous l'utilisez quand même de manière assez intense, c'est quelques heures. Ça ne dure pas toute la journée.
Donc effectivement, c'est des machines qui sont quand même souvent vocation à être branchées, mais il n'y a plus ces problèmes de batterie en fait qu'on avait il y a 10 ans par exemple. Alors qu'est-ce qui est le plus important entre la RAM, le disque et puis l'upgrade processeur? Pour moi, c'est clairement la capacité. Aujourd'hui, on arrive à saturer les disques très vite parce que les SSD sont quand même pas très bien fournis. Donc ça, mettez le maximum de ce que vous pouvez. Chez Apple, c'est quand même très cher. Donc je pense que la RAM, c'est important d'avoir un minimum, mais aujourd'hui 8 Go, ça suffit quand même pour pas mal de choses. Si vous pouvez mettre 16 Go et après gonfler le stockage, c'est quand même la meilleure solution. Et puis l'upgrade processeur, pour moi, il est quand même très chèrement payé par rapport à ce qu'on gagne. Souvent, c'est 5% et encore. Bon, ça dépend évidemment si vous prenez le premier processeur du 13 pouces et puis le plus puissant du 15 pouces, là vous aurez un vrai écart. Mais en général, si vous hésitez, c'est entre deux options qui sont assez proches. Donc voilà, d'abord la capacité, ensuite la RAM et ensuite l'upgrade du processeur. Alors vu les prix de ces machines qui sont quand même hyper élevés, il y a beaucoup de questions autour du refurb. Donc le refurb, je vous mettrai un petit lien sous la vidéo. On a même fait une vidéo qui explique ce que c'est. En fait, c'est un endroit où Apple reconditionne ses machines, c'est-à-dire des machines qui ont été retournées par les clients peu après achat. Enfin, c'est des machines qui sont quasiment neuves, qui ont été reconditionnées par Apple, donc qui sont vraiment en bon état. Et ça permet d'avoir en fait 15-20% de réduction sur des modèles qui sont sortis donc très récemment, d'ici 1 an, 2 ans à peu près. Et là, c'est d'autant plus intéressant sur ces Mac que les modèles 2016 en fait sont quasiment tous sur refurb. Alors, il n'y a pas forcément toutes les configs tout le temps, mais nous, on a créé un petit outil avec une application, avec un site web. Vous pouvez rentrer votre config et être alerté quand elle est dispo. Donc ça, c'est pratique. Je vous mettrai aussi un lien sous la vidéo. Donc voilà, le refurb, c'est une excellente alternative pour acheter son Mac pas trop cher. Évidemment, vous n'aurez pas les derniers modèles, mais vous aurez en général ceux juste avant. Là, franchement, vu qu'il n'y a quasiment pas de changement cette année, ça vaut 2 fois plus le coup que les années précédentes. Alors, il y a beaucoup de questions autour du prix, Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très cher. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je risque pas de mettre de l'argent par les fenêtres? Bon, il faut savoir qu'un Mac, si vous l'utilisez toute la journée, il est finalement très rentable par rapport à votre gaufrier ou à plein de choses qu'on n'utilise qu'une fois par an. Quelque part, c'est vite amorti. Cela dit, évidemment, là, Apple a vraiment fumé sur les prix. Il y a des prix des options qui sont absolument dingues. Les capacités, c'est vraiment de la folie furieuse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une machine qui est quand même bien équipée, que vous pourrez revendre facilement. N'oubliez pas que les Macs, ça se revend quand même bien par rapport au PC. Donc on ne perd pas tout son argent dès qu'on rachète un ordinateur. On arrive toujours à revendre en général son ancien modèle. Donc voilà, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que Apple compte pas baisser ses prix tout de suite. Puis avec les taux de change et tout, je pense que ça va pas bouger. Donc regardez bien sur le refurb, encore une fois, le refurb c'est vraiment intéressant si vous ne voulez pas acheter votre machine trop chère. Et puis n'oubliez pas donc que la revente est quand même à prendre en compte à chaque fois. Alors j'ai acheté un MacBook Pro en 2016, est-ce que je dois être dégoûté? Non, moi je trouve pas vraiment, il y a trop peu de modifications cette année, il y a trop peu de gains de performance pour vraiment être dégoûté. La seule chose c'est si vraiment vous faites des choses très pointues, vous avez des très gros projets vidéo, des choses sur lesquelles vous pourriez gagner plusieurs minutes, mais c'est quand même assez rare. Donc pour moi, en fait, ces nouveaux modèles ne valent pas le coup, mais par contre ils ont permis de faire baisser les prix des anciens modèles, notamment sur le refurb, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc profitez-en qu'il y ait des petites mises à jour comme ça qui servent à rien pour acheter les modèles précédents et puis avoir un peu plus de disques et un petit peu plus de mémoire. Voilà, alors on a fait le tour des principales questions. Évidemment, j'ai pas pu entrer toujours dans les détails, il y a des configs très spécifiques, des gens qui me demandent si ça vaut le coup de changer à partir de tel ou tel modèle, mais posez-les dans les commentaires, posez-les sous l'article, puisqu'on peut y répondre. Moi, je passe quand même souvent dans les commentaires pour essayer d'y répondre, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors je vous rappelle qu'on a publié un test vraiment très complet de cette machine, avec des graphes, avec des benches, avec des conseils d'achat aussi très détaillés suivant les différents modèles. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi toutes nos vidéos qu'on a tournées fin 2016 qui sont toujours d'actualité, avec les hubs USB-C, avec la touch bar, etc. Donc vu qu'il n'y a pas de changement, elles sont vraiment encore d'actu. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est important, ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube. Inscrivez-vous aussi, on est, je sais plus de 21 000, ce qui est absolument énorme. Donc il faut qu'on soit encore plus nombreux. Voilà, puis nous on se retrouve donc sur Mac Forever pour de l'actu, pour des tests plus complets et sur YouTube, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!